Il dit bonjour à toutes et à tous. Veuillez excuser mon absence ce jour due à des soucis de santé. Mon épouse présente une maladie neurologique qui impose une présence permanente et je suis moi-même en traitement par immunothérapie avec des effets secondaires inconfortables. J'aurais voulu vous remercier de vive voix pour votre soutien à l'occasion du procès de septembre. Un grand nombre de témoignages sont arrivés, sous forme de courrier, de courriel, ainsi que des dons permettant de prendre en charge les frais d'avocat et de justice. C'est l'occasion de remercier Maître Badossa, qui a brillamment assuré ma défense, alors que ce n'était pas si facile. Malgré une ambiance peu encourageante, je sais que le choix va se battre le plus efficacement possible pour faire avancer la loi. Je sais que vous allez y travailler. Avec mes remerciements, je vous adresse l'expression de mes sentiments solidaires. Bonjour Bernard. Bonjour, Denis. Ça fait quoi, 25 ans qu'on se connaît? Ouais, maintenant ça fait 25 je suis content de te recevoir chez moi, parce que d'habitude, c'est moi qui vais chez toi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Bon, on va aller essayer de survoler tout ce problème que l'on vit depuis tant Oui, d'années. oui. D'abord, une première question. Avant ce débat sur la fin de vie, ce combat qu'on mène, tu as eu une vie militante, hein, il me semble bien. On s'est rencontrés avant. Oui, pas mal, oui. J'ai beaucoup milité au MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. J'ai pratiqué des avortements à l'époque où c'était encore interdit, juste avant la loi Veil. C'était un militantisme très intéressant et on a gagné tout de même. Alors c'est pour ça que j'espère qu'on va gagner cette fois-ci, enfin, peut-être avancer un petit peu. Et toi, ta vie militante médicale, si j'ose dire? Écoute, je crois qu'on avait fait à peu près les mêmes choses, Ouais. c'est-à-dire que je suis passé aussi au lac, Mhm. peut-être plus rapidement que toi. Je me suis beaucoup occupé d'institutions, Ah oui. le Conseil de l'ordre, hein. Je me souviens très bien qu'en tant que chef de Mhm. clinique, j'avais réussi à faire voter par l'ensemble des chefs de clinique une motion pour la suppression du Conseil de l'ordre. Oui. Et c'était paru dans la presse. Et le jour même, mon patron se présentait à la présidence du Conseil de l'ordre. Ça, T'imagines l'ambiance. c'est les années Je crois que 80. tu avais Oui. eu des problèmes aussi avec eux. Alors moi, j'ai eu un gros problème avec l'ordre, en dehors du fait que je ne payais pas mes cotisations. Le problème, c'est que dans les années 81, 82, il m'avait envoyé une lettre d'engueulade parce que j'avais prescrit de la morphine à une fille qui avait 25-26 ans, qui était en train de mourir, qui était très douloureuse, d'une leucémie. Et dans la lettre, il m'avait dit « Vous allez peut-être la rendre dépendante ». Donc, j'avais honnêtement pas répondu. Moi, je les ai retrouvés au Conseil de l'ordre après le manifeste des 2000, où j'ai été convoqué par la Oui. juriste du Conseil de l'ordre, Mhm. où après 3 heures de discussion, le président m'a dit, bon, vous avez peut-être raison, mais bon, taisez-vous, ne faites pas de bruit, la société n'est pas prête. Et j'avais dit, si, la société est prête, mais c'est vous qui n'êtes pas prêt. Voilà. Oui, c'est ça, l'ordre n'est pas vraiment tellement prêt, tout à fait. Alors, moi, je suis venu te voir pour quelque chose Oui, de précis. En fait, j'étais très intéressé par ta façon d'exercer. oui. Tu peux nous en parler un peu de Alors, l'originalité, parce que oui, l'originalité, c'était que j'étais à la fois médecin généraliste dans on va dire, de campagne, ouais, pas une campagne profonde tout de même, hein, et puis médecin à l'hôpital, le local, ce qu'on appelait un hôpital rural, qui est devenu un hôpital local, dans lequel il y avait une maison de retraite, des longs séjours, des moyens séjours, qui sont devenus maintenant des services de soins de suite et de rééducation, des SSR, et un petit service de médecine d'une dizaine de lits. Et j'ai réussi en 99, avec l'aide d'un autre généraliste et d'une équipe d'infirmières, à faire ouvrir des lits identifiés de soins palliatifs, des LISP, où ont été accueillis donc des malades en fin de vie. Et c'était très intéressant. Ça nous apportait des financements et du personnel en plus. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était de la pratique médicale très intéressante. C'est ce que moi j'aimais beaucoup à l'hôpital par rapport au cabinet où tu es tout seul, quoi. Je pense que c'est la même chose pour toi. alors non, moi ce qui m'intéressait, c'était justement ce lien ville-hôpital. Parce Ah que moi oui. je suis hospitalier, Mmh. 100% hospitalier. Et je trouvais que souvent, il manquait ce lien. Oui. Et comme j'écrivais un livre sur la tempête sur l'hôpital, qui était sur la crise Mmh. du service hospitalier, qui hélas s'est révélé exact Mmh. par rapport à ce que Mmh. j'avais écrit, je cherchais des solutions. Et Mmh. tu m'apportais une solution, en ce sens que la possibilité pour le médecin généraliste de travailler aussi à l'hôpital était un lien Oui. essentiel pour les malades. Voilà. Ce n'était Mmh. pas financièrement ce qui avait d'intéressant, Mmh. mais c'était un lien essentiel. Et je me souviens qu'il y avait dans ton secteur 30 généralistes et vous n'étiez que 3, fin de compte, à partager On ce est lien c'est ça. hôpital.
En fait, il y avait 4 généralistes, dont moi, qui avaient accepté de travailler à l'hôpital local. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'ai appelé ce que tu faisais des hôpitaux relais. Mmh. Et c'est ce qui manque. Il ne fallait pas transformer les hôpitaux locaux en EHPAD, il fallait en rester des hôpitaux relais. Voilà. C'était anciennement des hôtels-dieux, généralement, et ils avaient été plus ou moins transformés en EHPAD, malheureusement, alors qu'en fait, ce serait beaucoup plus intéressant. On avait la chance, nous, d'avoir ce service de soins de suite et de rééducation, qui n'était pas un grand service de rééducation, et d'avoir ce petit service de médecine, qui était une séquelle de je ne sais pas quoi, qu'on a donc pratiquement. Maintenant, ce service est entièrement un service de palliatif. Il y a D'accord. 8 lits identifiés de soins palliatifs. Alors justement, venons-en au problème de la fin de vie. Tu as commencé quand ces études de soins palliatifs? Dans les années 96, 96-97, quand on a commencé à penser qu'il fallait développer le palliatif, j'étais motivé, moi, autant par le développer à l'hôpital que par le développer en ville. Mmh. C'est-à-dire avoir des compétences suffisantes pour pouvoir suivre des fins de vie à la maison. Et j'ai réussi à en suivre beaucoup. Et qui t'a motivé? Parce que là, il y a plein de médecins qui sont confrontés au problème et qui sont, je ne dis pas qu'ils s'en fichent totalement, mais au moins qui s'en retirent du problème. Quand tu suis une famille, que toute la famille te soutient le patient, tu n'as pas envie, que le patient ne veut pas aller mourir à l'hôpital, qu'il veut avoir ses soins chez lui, et que tu sens qu'il y a un entourage solide, que tu as une équipe d'infirmières. Alors j'avais une équipe d'infirmières à Velleron qui était extraordinaire, des filles qui étaient vraiment capables de passer nuit et jour. On a suivi par exemple un patient qui avait le sida à un moment. Entre les filles et moi, on passait 6 fois par jour, elle et moi en alternance, tu vois, pour être sûr de suivre la perfusion, suivre le bonhomme, etc. En plus, il y avait des risques hémorragiques et tout. Donc, c'était vraiment un travail collectif à domicile. Mmh. Et ça, c'était passionnant. Ah oui, c'est l'idéal. Voilà. Enfin, moi, à l'hôpital, il y avait deux populations à peu près, tu vois. Il y avait à la fois les malades que nous suivions au long cours, les cancers, et puis les malades qu'on nous envoyait au dernier moment pour mourir. Hein, ça, les généralistes se faisaient charger aussi, nombre d'entre eux, sur Oui. cette situation. Et j'avoue que c'est les malades qui, puisqu'on était confrontés à ce problème-là assez souvent, qui m'ont formé. Moi, tu vois, j'ai pas fait de Eh oui. formation de soins palliatifs, mais qui m'ont dit, mais enfin, attendez, vous êtes gentil avec vos soins palliatifs, mais moi, ça me dit rien d'aller en service de soins palliatifs où je connais personne. J'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de rester avec votre équipe, ou alors j'ai envie de retourner chez moi. Et à Eh ce oui. moment-là, il faut un lien, tu vois, avec un Ah, médecin c'est généraliste, absolument indispensable. Je ne voyais pas du tout les mêmes malades à domicile, parce que ce domicile, je les connaissais bien. Et les malades à l'hôpital, dans les lits identifiés de soins palliatifs, on voyait arriver des gens d'Avignon, de Montpellier, de Marseille. Ils ne savaient même pas toujours qu'on les envoyait en soins palliatifs. Hein. Donc c'était vraiment, pour eux, c'était pas forcément très sympa. Non. Alors, on avait beaucoup de demandes. On les recrutait en fonction du fait que, pas en fonction de leur pathologie, mais en fonction de la géographie. C'est-à-dire qu'on voulait qu'un malade qu'on prenne à l'île sur la Sorgue soit être une famille proche ou des amis proches, que ce soit pas trop éloigné, quoi. Alors ça, c'est la partie soignante. Oui. Et puis ensuite, il y a la partie militante. Quand on se rend compte qu'il y a un manque considérable dans la société, on essaye de la faire avancer. Oui. Donc ta vie militante Alors, a commencé quand? Je te dirais quand la mienne. quand la tienne, oui, je vais me dire après. Elle a commencé par une émission de télé. Alors, je me suis dit qu'il fallait que les médecins sortent de l'hypocrisie, de la clandestinité. Donc, j'ai témoigné, j'ai accepté, avec le soutien de la DMD à l'époque, du sénateur Caillavet, par accepter une émission de télévision dans laquelle je disais que j'aidais des gens à mourir. Et j'étais même venu avec un de mes patients qui était metteur en scène et qui avait une sclérose en plaques. Et qui a confirmé. Voilà. Et dans cette émission de Mireille Dumas qui s'appelait Bas les masques, j'ai témoigné de ça. Et en fait, cette émission n'a pas du tout déclenché les foules. Il n'y a pas eu tellement de médecins. Enfin, on doit être une poignée à dire qu'on a aidé des gens. Et ça n'a pas beaucoup déclenché. Par contre, ça a déclenché beaucoup d'appels vers moi, de gens qui m'ont retrouvé et qui me demandent de les aider à partir. Ça, c'est un autre problème. Je suis un petit peu envahi par les demandes. Mais l'émission de télévision, je pense que c'était bien. Il y en a eu d'autres après. Ça prouve l'hypocrisie de l'affaire, parce qu'en fait, on l'a dit de façon On officielle. l'a dit et personne. Voilà. Moi, quand je suis passé au procès de Christine Malève, qui m'a beaucoup marqué, parce que c'était extrêmement dur, les procureurs étaient agressifs possibles, et donc j'ai dit, comme toi, que j'avais aidé les patients à mourir, etc.
c'est resté lettre morte. C'est J'ai ça. pas eu, alors que la jeune femme qui était condamnée était condamnée à 10 ans de prison. Ouais. Donc c'était une hypocrisie, je dirais, sélective et incroyable. Et C'est vrai. ensuite, on a en effet, à partir du moment où on met le doigt dans l'affaire, les médias te sollicitent en permanence. Parce qu'il Alors n'y a les pas 50 médias, personnes. Il y avait toi en tant que généraliste et oui, moi en tant oui, qu'hospitalier. oui, c'est ça, oui. Oui, le rat des villes et le rat des champs, hein, Voilà, c'est ça, exactement. c'était ça. Oui, mais c'est vrai que les médias nous ont beaucoup demandé. Alors, bah, du coup, on a accepté, hein, on est bien obligé de. Toi, tu vas sur des plateaux de télé argumenter face à ceux qui ne sont pas vraiment nos amis des soins palliatifs. Ça, je pense que Non. c'est important. Mm. Enfin, toi, tu as des expériences de rencontres de face à face Agressive, agressives, agressive. plus. Il y avait des propos absolument stupides. Hmm. Alors, vous voulez la distribution des pilules dans les mairies, enfin n'importe quoi, quoi. Mais est-ce que tu te souviens d'une rencontre médiatique qui t'a particulièrement marqué? Euh, oui, je me suis retrouvé face à la présidente des soins palliatifs une fois sur un plateau de France TV où elle n'arrêtait pas de me couper la parole et pour dire des bêtises, des mensonges. Il y a 8 malades seulement, il y a 8 Français seulement qui sont partis en Belgique cette année. Et je lui dis oui, mais moi j'en connaissais déjà 10 sur les 8. Donc voilà, enfin, elle n'arrêtait pas de. Et puis cette utilisation du verbe tuer, qui est vraiment très agressive. C'est-à-dire, vous allez tuer les gens. Alors que tuer, ça veut dire enlever la vie violemment. Avec violence, voilà. Et ça, c'est insupportable. Et quand on tue, les victimes, elles ne demandent pas on ne leur demande pas leur avis, hein, il ne faut pas l'oublier. Oui, Nous, on est dans un domaine de compassion où on hein, répond à une demande. à une demande, C'est bien sûr. c'est absolument scandaleux l'utilisation de cette terminologie. Oui, je pense qu'on est tout de même face à des gens qui sont très. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est l'hypocrisie. Hein. Moi, j'ai raconté dans le livre tout de même l'histoire de Bernard euh, Debré, qui, Ah une oui, demi-heure avant, me rentre dedans en me disant que c'est scandaleux, etc. Une demi-heure après, m'explique qu'il a fait avec Robert Debré, son père, son grand-père. hum, Donc, ça, c'était insupportable, ce double langage. oui. Moi, j'ai la même expérience avec Leonetti, qui, dans un ascenseur. Leonetti et moi, on a le même âge, on a fait nos études à la Pitié tous les deux. On ne s'était pas connus à l'époque. Et je lui dis, mais quand tu étais dans les services de neurologie, le fameux cocktail lithique, là, le DLP, tu l'as eu forcément utilisé. Je lui parlais de Pertuiset, de Boudin, qui étaient les patrons à l'époque. Et il me dit, évidemment. Ouais, d'accord. Et pourquoi tu l'as pas dit tout à l'heure sur le plateau? Hum. Hein? C'est-à-dire que c'est une hypocrisie terrible. Tout ça pour soutenir ce fait. Alors, je sais pas, je sais pas très bien la motivation. Pouvoir médical, bon, Idéologie. idéologie, Idéologie. idéologie. Idéologie, la vie coûte que coûte, la vie Voilà. coûte que coûte, et C'est on ça. s'en fiche totalement si les gens Ouais. souffrent. Et alors, à la DMD, si on parle rapidement, Hmm. tu es resté longtemps, hein, je crois. Oh, je suis Je resté t'avais dit du plus reste que de tu restais trop trop longtemps. longtemps. Tout le monde m'a dit après que j'étais resté trop longtemps. Ben, j'avais l'espoir, au sein de la DMD, de déclencher un petit peu alors de la mobilisation médicale, et puis surtout que la DMD dise que les projets de loi devaient intégrer un avis médical, un filtre médical. On ne peut pas laisser les gens. Bon. Je crois qu'à la DMD, ils sont d'accord avec ça, sauf qu'ils ne nous donnaient pas beaucoup la parole, et il n'y avait pratiquement pas de médecins. Sauf que quand il y avait des élections au conseil d'administration, les gens ils choisissaient dans les listes les médecins. Donc je me suis retrouvé avec Robert Wolfhard, avec Madeleine Consfonville, qui était psychiatre, et moi, on était au conseil d'administration, mais on n'arrivait pas à s'exprimer. Tu te souviens sans doute de notre essai de faire un film, une vidéo, sur un ophtalmo ou un dermato, je ne sais plus, qui avait un cancer de la prostate et qui voulait être aidé à partir. Il nous fallait 4 sous pour développer ça. Tu te souviens que tu avais Oui, été oui, oui, très demandé, bien. je crois que tu peux raconter, tu avais demandé à Mm. Romero. Mm. Euh, Bah, et j'ai eu deux cas. Il y a eu celui-là, et puis le médecin qui avait un cancer du pancréas, où il y avait Fekete et puis un autre oui, médecin de la DMD. On était prêts à faire une ordonnance commune. hein, On a été sûr de passer aux assises. On a dit, dans ce cas-là, est-ce que vous nous soutenez? On se dit: «Ah non, 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 on ne pourra pas vous non, soutenir ce cas-là». Mais il y avait un côté anti-médecin qui était viscéral et je dirais assez stupide. oui. Et moi, je ne suis pas resté longtemps parce qu'on m'a fait comprendre que j'étais persona non grata et que mon livre n'avait aucun intérêt par rapport à celui du président. Bon, ça c'est vrai. Et alors tu es entré au choix. Oui, On n'est pas entré donc presque en même temps au choix. oui, on est rentré au choix en même temps. Le choix ayant l'avantage par rapport à la DMD d'être bien étoffé sur le plan médical. Il y a une commission médicale, tu peux en parler, puisque tu t'en occupes. Et puis, tout de même, comment dirais un poids vis-à-vis des politiques, ça c'est important.
Et une liberté administrative aussi, parce qu'en fait, si les gens ont des initiatives, ils ont le droit de les réaliser. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est le choix, la terminologie, le choix, Mmh. parce que ça correspond Mmh. tout à fait à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire la liberté des gens de Mmh. choisir leur fin de vie. Bon, le début, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu une promotion extrêmement rapide et une dégringolade aussi rapide. Je passe vite, mais ensuite, on a fait, je trouve, du bon boulot. Enfin, Ah on a bien travaillé. oui, oui, je trouve effectivement l'association, c'est celle des 3 associations qui se battent, c'est celle qui est la plus crédible, heu, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la population même, et j'espère que ça va C'est continuer à se plaisir que tu le développer. dises, parce qu'en fait, tu étais aux trois, toi. Oui, Rapidement à je l'une suis ou à passé l'autre. partout, oui. Tu vois. Je suis passé partout effectivement. L'idée c'était qu'il fallait que ça avance Mm, et que tout, alors pas tout était bon, hein, tous les mm, moyens sont pas bons. mm. Même Ultime Liberté, je veux dire, avec son côté, alors pour le coup très, très peu médicalisé, très anti-médical, puisque tout de même, Claude Uriel parle souvent du diktat Mm. médical qu'il faut éviter. Oui, enfin, Ils se rendent pas compte, les gens, à quel point ce travail, cette profession est difficile. Moi, je ne me suis jamais habitué à la souffrance des gens. On en bah non. reçoit plein la figure. La mort des gens, c'est quelque chose d'extrêmement Mmh. émotionnellement lourd. Et il n'y a aucune volonté de prendre de pouvoir là-dedans. Aucune. Et du reste, la plupart des médecins se Se défaussent défile, oui. et se défilent. Mmh. Donc, c'est une question de collaboration. De toute façon, dans toutes les lois qui sont passées à Mmh. l'étranger, les médecins gardent un rôle. Il y a quelqu'un qui fait une prescription, hein, c'est pas, ça reste Ah ben, essentiel. oui, je pense que c'est la sécurité des gens. Bah oui. C'est la sécurité qu'on ne commence pas à aider des gens qui sont en dépression, qui sont dans des maladies psychiatriques, ou des gens, comme disait Guillemot, pour lesquels on peut encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on doit offrir aux gens toutes les possibilités. Ils ont le droit de refuser une chimio, ils ont le droit de refuser une radiothérapie, une amputation, mais on doit leur présenter la possibilité. Et puis après, ils disent non, je veux pas, je veux m'arrêter. Bon d'accord, on s'arrête. Et à ce moment-là, il faut qu'on s'arrête dans des bonnes conditions. Et c'est là que je pense que tu peux parler de la sédation terminale, parce que c'est Oui, vraiment, oui. vraiment une honte, l'obligation de l'agonie. Enfin, Bah, moi, j'ai toujours été scandalisé ouais. de voir le silence Mmh. du monde médical par rapport à la méthodologie de la sédation profonde et continue, qui impose la suppression de l'hydratation, c'est-à-dire la déshydratation, et puis une sédation qui est complètement fluctuante. Et ça, c'est incroyable. C'est inacceptable. Ça entraîne des agonies prolongées, non justifiées et totalement inhumaines. Alors que même au moment des cocktails lithiques, on faisait des sédations avec une augmentation rapide des Très rapide. sédations pour que l'agonie soit Mmh. brève. Bon, on a vraiment régressé dans ce domaine. Moi, je voudrais te poser une question en ce qui concerne, quelle était ton inquiétude là quand tu pratiquais des aides médicales à mourir? Quel était ton problème majeur? Le problème majeur à la maison, c'était le manque de médicaments. C'est-à-dire que l'Hypnovel, qui est le médicament utilisé pour faire les sédations, n'était pas accessible en pharmacie. Septembre 2022, Ça- hein? Oui, alors c'est récent, mais moi je parle Oui, oui, d'il y a oui. longtemps. Je crois qu'il avait été supprimé en 2004 ou 5. Il a été supprimé au moment de la loi Leonetti, la D'accord. première loi Leonetti. Mm. Parce qu'ils se sont dit, si on laisse les médecins généralistes bricoler avec l'Hypnovel, ça va pas, ils sont irresponsables, enfin je sais pas. Bon. Donc le problème, c'était de s'approvisionner. Donc là, c'est la chance d'être à la fois à l'hôpital et en ville. L'hôpital, il y a un risque. Enfin, moi, c'est ce que je l'ai vécu. À la fois, quand tu es avec une équipe complice, ça se passe très bien, mais il suffit d'une personne, hein. Moi, mon angoisse, c'était d'être dénoncé, hein. Bien sûr. Et dénoncé par une surveillante, une infirmière ou une aide-soignante qui ne partage pas le point de vue et qui prévient l'administration qu'il y a des choses anormales qui se passent. Et c'était lourd, ça, c'était très lourd. Mais j'avais pas de problème de médicaments. Ça, Oui. c'est l'avantage. Alors, L'Hypnovel, je l'avais comme je voulais. je pouvais résoudre le problème aussi avec des hospitalisations à domicile. Mm. Donc, si le médecin de l'HAD était quelqu'un à l'écoute, il donnait de l'Hypnovel, puisque l'HAD peut apporter des médicaments Mm. à domicile. Donc, j'avais des apports, enfin, je récupérais de l'Hypnovel par l'HAD. Mais il fallait que ce soit un médecin coopérant, hein, parce que sinon. Et quand tu penses que ces hypocrites ont autorisé le Rivotril pendant le Covid, parce qu'ils ne savaient pas comment se débrouiller de tous ces patients C'était. en EHPAD qui asphyxiaient. Ouais, moi, j'ai des souvenirs terribles de cette période, pas pour moi, puisque je travaillais pas en EHPAD, mais deux copains qui travaillaient en EHPAD dans les villages à côté, et qui m'appelaient en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vois des gens mourir à 3 heures du matin complètement étouffés, on met de l'oxygène qu'on récupère auprès des pompiers, enfin, c'était vraiment. Ouais, je me souviens, j'ai eu deux copains, c'était très très dur, et il y en a un, il s'est mis en arrêt maladie après, hein.
Ouais. Il a pris un mois il fallait qu'il souffle. Il avait vu trop de gens âgés mourir. Parce que quand on appelait le 15 et qu'on disait que la personne avait plus de 80 ans, le 15 disait on n'envoie personne. Hein. C'est même pas la peine de l'amener, on le renverra. C'était vraiment très très dur. Et là, dans ces cas-là, le gouvernement, il est capable de faire un arrêté en disant allez hop, on remet le Rivotril, qui est le médicament qui permet effectivement de faire cesser les douleurs. Et Rivotril IV, intraveineux. Intraveineux, oui, bien sûr. Oui, pour aider les gens. Mais moi, je trouve que ça, c'est cette hypocrisie gouvernementale. Alors, nous, peut-être qu'on met, avec cette loi très insuffisante, on met un pied dans la porte. Oui, de cette loi, tu es peux d'accord? rappeler un petit peu Oui. les termes de la loi. Cette loi, il y avait deux possibilités. Soit on faisait le suicide assisté plus l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire associer ce qui se passe en Suisse et ce qui se passe en Belgique. Et là, on aurait fait vraiment une loi intéressante. Et la commission parlementaire avait accepté ce principe-là. Et ça a été refusé, mais ça a été refusé dans des conditions, je dirais, presque humoristiques, tellement c'est dramatique. Ça a été voté un samedi après-midi par 120 députés sur 577. Voilà. Oui, non mais... L'élément essentiel de la loi a été saboté par un vote en fin d'après-midi. Oui. Et Falorni avait accepté des amendements, enfin, oui. Il avait négocié tout ce qu'il pouvait en reculant. Il a bien géré. Bon, il a géré comme il a pu. Voilà. Alors après, le Sénat, ça va être encore pire. Apparemment, le Sénat accueille la loi de manière très réservée. Alors déjà, la commission sénatoriale, tu as été, alors tu peux raconter. Oui, oui, c'était très bref. Ouais. Ça a été une véritable mascarade, puisqu'il devait y avoir 10 personnes. Il n'y en avait que 3, dont 1 en présentiel et 2 en vidéo. Et celui qui est en présentiel commence par nous dire qu'il va prendre le train et qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de la réunion. Puis il propose que ça soit une des sénatrices qui était en vidéo qui nous dit moi aussi j'ai un train à prendre. Donc voilà une commission qui est censée prendre en charge un problème majeur de la société, de la fin de vie. Voilà. C'était attristant. Bon. C'est vrai. Comme tu dis, il y a un pied dans la porte. Oui. C'est un début. C'est ce qui s'est passé en Belgique. Ce qu'on aimerait bien, c'est en profiter un peu. Oui, c'est vrai. L'âge qu'on a maintenant. L'âge qu'on a. Oui. Mais les Belges, finalement, ils n'arrêtent pas d'améliorer, enfin, les Pays-Bas aussi, d'améliorer leurs lois. Bien sûr. Jusqu'au Québec, où ils améliorent vraiment beaucoup leurs lois. Et là, on se dit, pourquoi pas. Mais c'est normal que ça évolue. C'est normal. On ne va pas régler tous les problèmes d'un coup. Bien sûr. C'est extrêmement complexe. Oui. Alors, ce serait déjà bien de régler les problèmes les plus urgents. Les gens très dépendants, les gens qui sont dans des situations irréversibles, même s'ils peuvent encore vivre très longtemps, mais dans un état qu'ils ne veulent plus accepter. Ce serait déjà pas mal. Parce que c'est même pas dans la loi, ça. Nos collègues belges en ont par-dessus la tête de recevoir des Français. Oui, c'est ça, on en voit tout de même. on a beaucoup de concitoyens qui partent en 150 l'an dernier. 145, je veux dire. Bien, Bernard. Voilà. On en reste là? Oui, tout à fait. Bien. Bon, allez, Bernard, on va gagner. On se retrouve, on va gagner. Au revoir. À bientôt. Oui, on va y arriver. Bon, je dirais seulement un mot. C'est que tout de même, dans cette côté difficile en France, on est tout de même dans un pays où on peut s'exprimer librement. Et ce n'est pas négligeable dans les temps qui courent. Voilà. Alors c'est un peu cause toujours, comme disait l'autre, mais c'est important. C'est important de réaliser qu'en fait, même si le combat est difficile, on arrive à le mener. Voilà. Annie. Je suis là. Comment? Tu veux ajouter quelque chose? Non. Bien, écoutez, on va arriver au terme de cette journée. Donc, effectivement, le dernier film retombe sur notre combat, parce que même si toute la journée, c'est toute l'après-midi a été consacrée à l'accompagnement, je crois que nous avons un objectif qui est très clair, auquel nous tenons beaucoup et nous allons nous battre, c'est d'obtenir en France une loi permettant à chaque citoyen et chaque citoyenne
de finir sa vie sans avoir à s'exiler pour cette liberté fondamentale. Cette liberté de choix qui est inséparable de la dignité appelle désormais un cadre légal. Il en va de notre capacité collective à répondre à la diversité des situations en fin de vie et à entendre les demandes profondément humaines qui s'y rattachent. Je voulais citer le médecin belge Corinne Van Heut, qui était spécialiste en soins palliatifs, mais qui fait des euthanasies et qui a écrit un livre qui s'appelle « Médecin catholique, je pratique l'euthanasie ». Il y a un plus grand mal que l'aide médicale à mourir, c'est de ne pas accepter la supplique d'autrui, de ne pas l'entendre. Et elle ajoutait « Je pense qu'une société qui admet l'euthanasie est une société qui a gagné en humanité, parce qu'elle a cessé de fonctionner à partir d'un idéal abstrait pour entrer en cheminement avec des personnes qui souffrent. Et nous, dans notre association, ce que nous tenons pour sacré, ce n'est pas la vie de manière générale comme un principe abstrait, c'est la personne vivante, avec sa liberté, son histoire, ses convictions, sa conception intime de la dignité. Et c'est cela que nous avons le devoir de respecter jusqu'à son dernier souffle. Et c'est pourquoi nous nous battons. Voilà.